Bonsoir à tous, la famille. Bienvenue à Stratégie Militaire. Nous ne sommes pas en direct car aujourd'hui nous nous reposons, mais je souhaite partager avec vous une interview que j'ai eue il y a quelques jours avec le créateur de contenu David Santos. Nous avons parlé de ce qui se passe en Europe, des questions de sécurité, des émeutes, des villes en feu, Paris, il y a à peine 24 heures, Bruxelles brûlait aussi. Comment cela peut-il affecter l'Espagne? Quelle est la situation actuelle en Espagne concernant la corruption? Je vous invite à regarder cette vidéo, je vous invite à voir cette collaboration avec David Santos, à suivre aussi sa chaîne et à profiter de ce contenu. Excusez-moi, la première diffusion précédente n'avait pas de son. C'est une erreur de ma part, je l'assume, je vous demande vraiment pardon, mais merci beaucoup d'avoir été dans le chat et d'avoir soutenu la chaîne. S'il vous plaît, c'est super important, vos likes, vos commentaires. On commence. Alors, comment ça va? Comment tu vas? Je pense aller à Paris. Dans la ville de l'amour pour voir ce que l'avenir nous réserve. Eh bien, c'est incroyable, oui, bon. Les images sont incroyables, mais bon, le pire, c'est les gens qui pensent que ça ne nous concerne pas, que ça ne peut pas arriver ici, en Espagne, en ce moment. Est-ce qu'on entend l'audio en double? Je ne sais pas, une montagne nous sépare. Est-ce qu'on entend l'audio en double? Donc, est-ce qu'on entend bien, s'il vous plaît? Dites-nous si on entend bien. Est-ce qu'on entend bien? Je crois qu'on entend bien. Je crois qu'on entend bien. D'accord. Oui, je crois qu'on entend bien. Oui, le son passe par le micro, mais oui, on entend super bien. Bon, alors, comment ça va? Tu as envie d'aller à Paris? Moi aussi, j'y pense. L'année prochaine, quand? Oui. Quand le Paris Saint-Germain, s'il se qualifie aussi pour la finale et tout ça de la Ligue des Champions, ou, bon, la France, non, parce que je crois qu'elle ne s'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde, alors, ou c'était l'Italie, je ne sais pas, je ne suis pas très sûr. Je vais aller, moi aussi, à Paris, là-bas. On prend une caméra et on fait un live là-bas. Tu en penses quoi? Il faudra qu'on y aille avec le maillot du PSG et sans rien emmener, ni téléphone, ni rien, parce que bien sûr, on va revenir avec juste ce qu'on porte sur nous. Bon, alors, le maillot du PSG et on se fait des cheveux bouclés, on se fait une petite coupe bouclée là. Oui, on met une perruque avec des boucles comme ça, et un kéfier, et le drapeau de la Palestine. C'est super important, le drapeau de la Palestine ne peut pas manquer dans ce genre d'événement. Parce que, franchement, oui, qu'est-ce que serait le Rio Sena sans la Palestine? Oui, c'est vrai que c'est incroyable. C'est énorme. Tu as vu les images hier? Ils ont presque incendié la tour Eiffel. Ce n'est pas rien. La police a dû évacuer les lieux et procéder à des charges à plusieurs reprises à la tour Eiffel, car certains voulaient incendier tout autour. Ça m'a rappelé le film 28 semaines plus tard, qui se termine. Le film de zombies se termine justement à Paris, avec des gens qui courent dans Paris. Eh bien, tout cela m'a rappelé ça. Il y a des gens qui pensent, et ça m'interpelle beaucoup, que cela n'arrive qu'en France, ou que cela arrive en Allemagne avec les Turcs, ou en Angleterre avec d'autres groupes. Cela peut arriver en Espagne, en fait cela arrive parfois. Ça arrive parfois, non? Et nous ne sommes pas si loin, comme David vient de le dire, nous ne sommes pas si loin. Et le pire, c'est la réponse des politiciens. Macron est totalement pris en otage par ces gens parce que ce sont ses électeurs. Il ne peut pas aller contre ses électeurs. Macron doit se plier à ce qu'ils disent. Imagine que Macron sorte et dise que ce que fait Israël, par exemple à Gaza, est bien fait, ou ce qu'il fait au Liban est bien fait. Il mettrait tout le pays à feu et à sang. Il le brûlerait, bien sûr. C'est-à-dire, bien sûr, nous sommes pris en otage. Oui, ça m'amène à la question suivante. Voyons si tu peux me répondre. En ce moment, la France, et surtout Paris, qui pour moi est, eh bien, c'est vrai qu'il y a des régions de France où cela n'arrive pas, mais c'est parce que ces nouveaux Français de 2e, 3e et 4e génération ne sont pas encore arrivés. Mais bien sûr, cela m'amène à la question suivante. Que va-t-il se passer si Macron perd le pouvoir? Si Le Pen arrive au gouvernement? Ou si le parti de Le Pen prend le pouvoir? Comment cela va-t-il se passer? Comment vont-ils régler la situation dans un pays où ces personnes sont déjà, en fait, des citoyens français à part entière? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Il n'y a pas de solution. Bien sûr. Bien sûr. Je pense que les gens ne s'en rendent pas compte et qu'il n'y a pas de solution. Une fois que ces gens entrent dans le pays, il n'y a plus moyen. Il n'y a plus moyen parce qu'en plus, on a des politiques en Europe où on commence à naturaliser ou à légaliser des gens jour après jour et il n'y a plus moyen de les expulser. De plus, dans beaucoup de cas, leur pays leur retire automatiquement leur nationalité d'origine, donc ils se retrouvent sans leur nationalité d'origine. Et une personne
Un être humain ne peut pas rester sans nationalité. Donc le pays, la France, l'Espagne, peu importe lequel, ne peut en aucun cas lui retirer la nationalité. Bon, voyons. Tu dis première, deuxième, troisième génération, mais de quelle parles-tu? Ils ne parlent pas français, ils ne s'intègrent pas dans la société française, ils vivent dans des ghettos. C'est quelle génération ça? Eh bien, j'utilise le langage qu'on utilise pour parler de ceux qui sont nés dans des pays étrangers. Mais oui, on dit qu'ils sont des immigrés de 3e ou 4e génération. Évidemment, pour moi, ils ne seront jamais français ni jamais européens. Et ceux qui sont en Espagne ne seront pas non plus espagnols. C'est pour ça que je le disais tout à l'heure. Si nous avions une boussole pour l'avenir, disons une boussole morale, ou de ce que nous devrions faire avec le pays, avec l'Espagne. Si la boussole ou ses coordonnées indiquaient Paris au nord, il faudrait aller directement au sud. C'est-à-dire ne rien faire de ce que Paris a fait en matière de politique migratoire, parce que c'est le problème que la France a maintenant, qui pour moi est un problème structurel qui n'a pratiquement plus de solution. Qu'est-ce que tu vas faire avec ces gens ? En Espagne, je pense qu'il est encore temps de changer cela, mais il est vrai que de plus en plus d'enfants d'origine étrangère naissent. En fait, en Catalogne, les enfants qui naissent chaque année portent généralement des prénoms d'origine étrangère, comme Mohamed et ainsi de suite. Et il naît plus d'enfants d'origine étrangère que d'enfants d'origine espagnole. Et c'est un problème que nous allons rencontrer dans de nombreux endroits en Espagne, et on peut dire qu'ils vont aussi devenir de petits Paris. Non, en petit, la vérité c'est que c'est très triste. C'est quelque chose de très désagréable. Merci. Il y a plusieurs choses. Moi, je vais essayer de résumer rapidement. Au fait, merci de m'avoir invité sur ta chaîne. Non, voyons. Merci à toi d'être passé par ici. Merci à toi de m'avoir invité ici. Et avec David, eh bien, rien du tout. Nous ne nous connaissons pas en personne, j'espère que bientôt nous ferons connaissance, mais nous avons quelque chose en commun. C'est le même pays et la même vision de ce qui se passe dans notre pays, ce qui est assez grave. Bien sûr, il y a sûrement des différences, comme il doit y en avoir entre tout le monde, chacun ayant sa propre façon de voir les choses, mais ici, il y a un problème sérieux. Je pose ça là. Tu viens de souligner le problème démographique. Le problème démographique, ce n'est pas qu'ils viennent, c'est le nombre d'enfants qu'ils ont quand ils arrivent. Problème numéro 1. Avec la loi sur le regroupement familial, toute leur famille peut entrer. Point numéro 2, plus les enfants qu'ils auront. De plus, ces gouvernements font très mal quelque chose, comme c'est le cas en France. Pour une raison quelconque, les ministres des Affaires sociales et les responsables, directeurs et autres, ont tendance à regrouper toutes ces personnes dans le même quartier, dans les grandes villes, dans les mêmes zones des grandes villes. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils se sentent plus intégrés au sein de leur propre culture. Ce sont les images typiques que l'on voit par exemple à Bruxelles ou dans certains quartiers de France ou même dans certains quartiers en Espagne où il n'y a que des magasins de personnes venant d'un pays précis, d'une zone précise du monde. Qu'est-ce que tu crées avec ça ? Est-ce que tu es en train de empêcher ces personnes de s'intégrer au reste du pays ? Est-ce que tu es en train de créer des ghettos où il n'y a pas les mêmes opportunités que dans le reste de la ville pour se développer, s'intégrer, faire partie de la vie quotidienne? Et toi-même, tu es en train d'isoler ces personnes dans un ghetto. Et que se passe-t-il dans les ghettos? Eh bien, les jeunes tombent dans la délinquance, le crime organisé, des bandes de crimes organisés internationales qui entrent dans ces endroits et commencent à s'étendre partout. Le problème, c'est que ces personnes quittent ces quartiers et il arrive ce qui s'est passé dans le centre de Paris. Ces personnes-là ne vivent pas dans le centre de Paris. Elles viennent de la zone de Saint-Denis, de toute cette zone du Nord. Ce sont des zones où tu ne peux pas entrer, où la police ne peut pas entrer avec une seule voiture. Si une voiture entre seule, c'est une voiture qu'ils vont perdre parce qu'elle sera brûlée. Disons que c'est le gouvernement lui-même avec ses politiques de regroupement, où je ne sais pas comment ils font ça. Leur fournir des logements abordables, les aider au loyer ou leur attribuer des logements sociaux. Je ne sais pas comment on appelle ça là-bas, ni comment ça fonctionne en Espagne aujourd'hui. Tu regroupes toutes ces personnes et au final, tu te retrouves avec un petit Maroc, une petite Algérie, une petite Albanie. Et il se forme une sorte de quartier. Et dans ces quartiers, la loi qui prévaut, c'est la leur. Que quelqu'un aille à Marseille et voit comment on vit à Marseille et comment vivent les gens de Marseille. Mais que les gens qui vivent là depuis 70 ou 80 ans, qu'ils voient la vie à Marseille.
Eh bien, tu peux maintenant transposer cela à une étape qui n'est plus initiale parce que ce n'est plus le début. Tu vas à Barcelone, par exemple, tu vas sur les Ramblas, tu vas dans tout le Raval, tu vas dans toute cette zone et tu vois ce qui s'y passe. Tu vas à Madrid, puis dans certains quartiers de Murcie où tu es déjà allé. J'ai vu votre reportage sur ce qui s'est passé à Murcie. Vous voyez ainsi ce qui se passe et arrive. Nous sommes en train de stigmatiser les gens. Non, ce que nous disons, c'est que le gouvernement lui-même fait de ces gens un stigmate. Il les sépare, il les abandonne à leur sort pour qu'ils créent eux-mêmes leurs lois, leur vie, leurs histoires, et ensuite le problème touche tout le pays. Écoute, je suis d'accord. Comme tu l'as bien dit, je pense qu'en général, nous sommes d'accord sur beaucoup de choses. Ah, j'aimerais aussi qu'on se rencontre un jour pour faire connaissance en personne, ce serait bien. Mais il y a une chose dans ton analyse que je ne partage vraiment pas, je la vois d'une manière différente. C'est-à-dire, je suis d'accord avec toi sur tout ce qui concerne le fait que les gouvernements finissent par les regrouper, ça finit par créer des ghettos et tout ça, mais d'après mon expérience, je te dis que moi qui ai grandi, enfin je te parle d'une expérience totalement subjective, n'est-ce pas? Personnelle, tu vois? En fait, moi qui ai grandi dans des quartiers où j'ai dû partager, eh bien, ces quartiers avec des personnes, disons, de différentes ethnies, de nationalités différentes. Ici, nous avons des exemples. Des exemples clairs ? Par exemple, à Malaga, où il s'agissait principalement de quartiers d'une certaine origine ethnique, qui sont maintenant en train de devenir des sous-ghettos des ghettos, où ces immigrés commencent à se regrouper. Je ne suis pas d'accord avec l'idée qu'ils n'ont pas les mêmes opportunités et que l'État les condamne à la marginalité. Au contraire, je pense qu'ils ont eux-mêmes tendance à cette marginalité et qu'ils ont eux-mêmes tendance à cette désagrégation de l'État, de ne pas se sentir identifiés aux lois, à l'identité du peuple, qu'ils ne veulent rien savoir, qu'ils créent ces petits groupes eux-mêmes. Bien sûr, des communautés. Ces ghettos qui fondamentalement, je pense qu'à la fin, l'être humain se regroupe entre ses semblables, ce qui se passe aussi à un tout autre niveau, par exemple aussi sur la Costa del Sol, avec des colonies de personnes anglaises, de retraités anglais. Évidemment, ceux-là se regroupent, ils ont leurs ghettos, pour les appeler d'une certaine manière, qui ne sont pas vraiment des ghettos, mais plutôt leur micro-société, mais ils ne tendent pas vers la délinquance, ils ne mettent pas le feu, alors que ces gens-là créent eux-mêmes les ghettos. Parce que des opportunités, je te le dis, moi qui viens d'un de ces quartiers, il y en a. C'est différent si tu te sens chez toi ici, t'identifies au pays où veut réussir. Mais la plupart, selon moi, ne le souhaitent pas. Et le problème aussi, et je te laisse la parole maintenant, pour moi le problème réside aussi dans le modèle, non? Dans le modèle où ces gens sont totalement dépendants de l'État et comment cela se passe. On n'incite pas ces gens à s'intégrer dans la société ni à vraiment prospérer. Parce que pourquoi ferais-tu quoi que ce soit si tu sais parfaitement qu'avec ce que l'État va te donner, tu pourras t'en sortir? Je pense que c'est l'un des grands problèmes qu'il y a. David, imaginons, même si ce n'est pas le cas, imaginons. Je suis un jeune Marocain, universitaire, qui a fait des études, ou peut-être même un master ou un doctorat. Pourquoi irais-je vivre en Espagne si, par exemple, en Finlande, on me paie 3 fois le salaire que je gagnerais avec mon travail en Espagne? Ce que je veux dire par là, c'est que l'immigrant qualifié qui vient de ces pays ne reste généralement pas en Espagne. Celui qui veut travailler quitte l'Espagne à cause des bas salaires et cherche un pays où il sera mieux payé. Qu'est-ce qui reste en Espagne? Ce que tu veux dire, c'est la partie de la société parasitaire qui veut vivre des aides sociales et vivre aux dépens de l'État et des impôts payés par les autres. C'est ça, c'est la clé ici. Quelqu'un qui veut un avenir, une grande carrière professionnelle, qui a étudié, ne va pas rester en Espagne. En Espagne, les Espagnols partent à l'étranger. Bien sûr. Les personnes qualifiées quittent le pays. Comment font-elles? C'est que ça. En Espagne, le problème pour les immigrés et les Espagnols est que le système d'emploi offre des aides, créant ainsi un pays de personnes dépendantes du gouvernement. Mais ils n'ont aucun intérêt à ce que tu aies ton propre travail, ton propre salaire, que tu puisses vivre confortablement. Parce qu'alors, tu ne dépends plus du gouvernement. Et tu n'as plus besoin de voter pour eux. C'est là que réside le problème. Bien sûr. Mais bon, cette histoire d'immigration, ce que nous avons vu hier soir à Paris, il y a un mort et une personne qui est décédée. Mais enfin, qui a l'idée de mettre une barricade au milieu d'un tunnel, d'y mettre le feu pour qu'on ne voit rien et que les voitures s'écrasent? Ça, c'est de la méchanceté. Ce n'est pas juste dire, bon,
On va mettre le feu à une benne à ordures pour attirer l'attention, sauter un peu partout, faire du bruit. Non, 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 ça c'est de la méchanceté. Mettre ça dans un tunnel, le couvrir pour qu'on ne voie rien, et boum, une moto, une personne qui aujourd'hui n'est plus de ce monde. C'est ça. Non, bien sûr, c'est qu'ils vont faire du mal. En fait, c'est pour ça qu'ils y vont, non? Et imagine-toi, c'est aussi une des choses qui m'inquiète. Et toi surtout, qui est spécialiste en stratégie militaire, j'aimerais te poser une question, non? Je pense qu'une personne en âge de porter les armes... Tous. Oui, non, en âge militaire, bien sûr. Donc moi, quand je vois ce genre de situation, au-delà du fait que j'aime bien en parler un peu, pour rendre ça plus divertissant, un peu plus agréable, etc. Mais la vérité, c'est qu'au fond de moi, il y a beaucoup d'inquiétudes, non? Pourquoi? Parce qu'il y a des territoires dans certaines parties de l'Europe, comme par exemple Paris, ou Ceuta, ou Melilla, qui, littéralement, si la majorité de ces étrangers venant du continent africain, qu'ils soient de première, deuxième ou troisième génération, voulaient prendre les armes. C'est-à-dire que l'État, en fait, ne pourrait pas garantir la sécurité des citoyens de cette partie du territoire. En fait, nous l'avons vu lors du passage massif de la clôture de Ceuta, où 15 000 personnes ont franchi la barrière. En à peine quelques heures, les gens ont dû s'enfermer chez eux et l'État ne pouvait pas garantir leur sécurité. Et en fait, nous remplissons l'Espagne et nous remplissons certaines parties de l'Europe de gens qui, si à un moment donné, ils voulaient s'organiser pour prendre une ville, ils mettraient quelques heures à la prendre. Tu crois que ça... Est-ce qu'on pourrait voir ça un jour? Tu penses que c'est possible? Comment tu vois ça, toi, de ton point de vue? C'est que, en fait, ça, on l'a déjà vu dans le passé. On a déjà vu une marche verte sur des territoires espagnols, avec des types qui portaient des drapeaux du Maroc, mais attention, ils avaient aussi un drapeau noir avec des lettres blanches portant la Shahada islamique. Les photos existent, je n'invente rien, c'est bien là. Personne ne peut le nier. C'est-à-dire, cela s'est déjà produit auparavant. Mais au-delà de donner cet exemple que tu mentionnes, eh bien, Ceuta et Melilla sont deux villes situées au nord de l'Afrique, qui disposent d'une garnison militaire, mais qui ne pourraient pas se défendre en cas d'attaque militaire du Maroc. Pour des raisons géographiques et d'effectifs, parce qu'ils n'ont pas les effectifs nécessaires, ou parce qu'il n'y a pas d'intérêt de la part de l'Espagne, ou que l'Espagne n'envisage pas ce scénario. Mais ce n'est même pas nécessaire. Ville de New York, États-Unis, il y a un maire qui s'appelle Mandani. Que les gens aillent consulter le recensement. Le recensement de New York, qu'ils le cherchent, combien de millions de personnes il y a, et avec combien de millions de voix Mandani a gagné. Parce que nous allons être surpris. Le problème avec ces gens, c'est qu'ils sont capables de mobiliser une partie de la population pour voter, et de la mobiliser à 100%. En revanche, lors des élections, tout le monde ne vote pas. Il y a des gens qui n'y vont pas, il y a des gens qui ne votent pas, ou il y a des gens qui ne comprennent pas en quoi consiste le vote. Voilà les chiffres. Mandani, je crois, a gagné avec 2,5 millions de voix. Et le recensement électoral est... Eh bien, la ville de New York, c'est qu'elle est énorme. Mais c'est comme ça. Non, si. Maintenant, bien sûr, les gens se plaignent. Ils réalisent maintenant ce qu'on leur a imposé parce qu'ils ne sont pas allés voter. C'est ainsi. C'est jouer avec le feu. Le Parti socialiste qui veut... On en parlait l'autre jour à propos de la loi des petits-enfants et tout ça. Et ils pensent qu'ils vont grappiller des voix ici et là, qu'ils vont naturaliser des gens d'ici. Ces gens-là, quand le moment viendra, ils vont créer leur propre... Quel parti? X, je ne vais pas dire de quelle religion, mais on n'est pas idiots. Ils vont le faire, ils vont mobiliser 4 millions d'électeurs et ils vont voter pour eux. Et c'est là qu'on va avoir le problème. Et le problème qui existe déjà dans d'autres pays. C'est quelque chose que je dis depuis longtemps. C'est leur guerre. C'est quelque chose que je répète depuis longtemps. Pour moi, ça va être le point de non-retour. Au moment où ces gens entreront dans les institutions, ce sera le point de non-retour, littéralement. Et tu as parfaitement raison quand tu dis que ces gens se mobilisent. Parce que c'est aussi simple que de connaître un peu ce genre de religion. Ou, si tu regardes en lien avec ce que tu m'as dit tout à l'heure à propos de Torre Pacheco, il faut que les gens réfléchissent. Car on peut apprendre de ce genre d'événements, au-delà des conteneurs brûlés et des rues bloquées. Et c'est quelque chose qui, en vérité, si tu analyses bien ce qui se passe, tu peux apprendre beaucoup de choses. Et ce dont tu te rends compte, c'est que les imams sont ceux qui dirigent toute la communauté des fidèles. C'est-à-dire, si un imam ou si les imams se mettent d'accord, tous sont coordonnés en Espagne par la commission islamique qui est l'interlocuteur avec le gouvernement. De tout ce qui concerne la communauté islamique,
Ce sont eux qui placent les imams dans les mosquées. Ce sont eux qui placent les professeurs qui enseignent la religion islamique dans les établissements publics. Ce sont eux qui ont un président qui est mis en examen pour un présumé financement du djihadisme. À ce propos, il faut aussi prendre en compte que la radicalisation la plus forte, ou l'endroit où ces personnes se radicalisent le plus, c'est à l'intérieur des prisons, là où vont précisément ces imams. Je n'affirme absolument rien. Si ces gens-là se mettaient d'accord et qu'en Espagne, nous avions, disons, 4 ou 5 millions de musulmans qui allaient être votés à l'unisson pour un parti politique de cette tendance, à tendance religieuse, imagine ce que cela représenterait pour le pays. Tu en as 2,5 millions, peut-être 3. C'est pourquoi je te dis que dans 10 ans, avec l'immigration et les conversions actuelles, nous aurons 4 ou 5 millions. Il faut rappeler que des partis avec 10 millions et 11 millions d'électeurs ont eu des majorités absolues dans ce pays. David, j'aime travailler avec des chiffres et des données. Élection de New York, 2025. Le corps électoral est de 5,3 millions d'électeurs avec une participation de 42%. 2 millions de personnes ont voté. Mandani a obtenu plus de 1 million de voix. C'est-à-dire, ce type a mobilisé entre la gauche et les gens de son milieu. Il est parti, les vidéos le prouvent, il a visité toutes les mosquées et commerces de New York pour chercher des voix, surtout les vendredis, le jour le plus fréquenté. Le gars, avec 1 million de voix et un peu plus, est en train de gouverner une ville de 5 millions d'habitants. Ou d'électeurs. Certains ne votent pas ou vivent là sans être résidents. X. Eh bien, c'est exactement ça. Si on transpose ce que David vient de dire à un scénario en Espagne, dans ce pays, il n'est pas nécessaire d'avoir une multitude de voix impressionnantes pour gouverner un pays. Tu t'allies avec celui-ci, avec celui-là, avec celui-là. Et tu gouvernes, c'est ce que nous avons en ce moment avec le PSOE. Attention à ce scénario, parce que donnez-vous du temps. Oui, des choses pires se sont déjà produites. Et puis, il faut aussi prendre en compte la loi Dante. Le vote dans certains endroits d'Espagne, où justement ces gens-là sont concentrés, vaut beaucoup plus. C'est encore autre chose. C'est-à-dire, si ces gens votent tous ensemble dans un village de Lérida, ce vote vaut le double de celui d'une personne qui vote, par exemple, à Malaga. La vérité, c'est que l'avenir est assez préoccupant. Et en voyant comment ça se passe en France et tout, et avec le gouvernement qu'on a, d'ailleurs, je t'ai aussi vu l'autre jour publier une vidéo, non? Sur la corruption du PSOE et tout ça. Quel avenir tu vois? Quel avenir tu vois pour l'Espagne? Je veux dire, est-ce qu'on va pouvoir rester ici? Ou est-ce qu'on va devoir partir d'ici? Alors, comment tu vois ça? C'est terrible. Ce qui se passe, c'est que je crois qu'on a déjà... C'est dur à dire, mais je crois qu'on a tellement assimilé l'idée qu'il doit toujours y avoir quelqu'un qui vole qu'on considère ça comme quelque chose de normal. C'est-à-dire, ça nous semble plus être une bande de clowns qu'une chose sérieuse. Dans un pays sérieux, voyons, Boris Johnson au Royaume-Uni, pour avoir fait la fête pendant la pandémie, il a été expulsé du parti. Il a perdu, quittant la présidence et le poste de Premier ministre. Pour avoir fait la fête. On parle d'un type qui payait des demoiselles pour les emmener à l'autre bout de l'Espagne, dans un parador je ne sais où, pour s'amuser là-bas, avec des femmes de mœurs légères, c'était de la folie. Ici, personne n'en parle. Un gars qui, je ne sais plus dans quel pays, a copié sa thèse je ne sais où quand il était à l'université, et 25 ans plus tard, il l'apprend dans la rue. Et dans ce pays, un type qui dit que son frère vit au Portugal, mais qu'on retrouve ensuite dans un endroit du centre de Madrid. La femme qui est sur le point de passer en jugement, le type et l'autre gars, et encore un autre. Ici, il ne se passe rien. Si, il se passe qu'on remplit les émissions de télévision, on les remplit toutes. On ne parle plus de ragots. Maintenant, les ragots, c'est le Parti socialiste, ou le Parti populaire, ou le Parti je ne sais quoi. Le parti, l'Espagne est devenu ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Il faut avoir un projet clair et une direction claire. Et avant de lancer ce genre de choses, eh bien, il faut nettoyer le pays. Le pays n'est pas actuellement dans des conditions permettant d'être gouverné. Parce que c'est un désastre. Tous les postes occupés par des gens pistonnés, toutes ces personnes qui vivent aux dépens des autres. Tout ça, voyons comment tu vas t'en débarrasser. C'est là que se trouve le problème. Je crois que nous allons nous retrouver.
Bien sûr, c'est que nous allons nous retrouver dans une situation, au final, où cela n'ira nulle part. Je crois que c'est compliqué parce que ce que nous avons, c'est aussi une des choses que je dis, c'est que des temps étranges vont arriver. Aujourd'hui, cela fait 8 ans que la motion de censure a eu lieu. C'est-à-dire, cela fait littéralement 8 ans que nous sommes dans l'opposition, non? Du moins, moi. Ce seront des temps difficiles lors d'un changement de gouvernement. Pourquoi? Parce que là, le réveil va être dur. C'est-à-dire, il va y avoir deux types de personnes qui sont actuellement dans l'opposition à Pedro Sánchez. Il va y avoir deux types de personnes. Il y aura la personne qui va ouvrir les yeux et se rendre compte que ce que je dis depuis longtemps est réel, c'est qu'il n'y a pas d'opposition parce qu'il n'y a pas de volonté de s'opposer. Nous avons deux grands partis qui fonctionnent comme deux macro-organisations qui ont gangrené le pays par la corruption depuis que nous vivons en démocratie. Et ils sont plus déterminés à continuer à maintenir le système d'échange de pouvoir ou d'alternance du pouvoir qu'à changer réellement les choses. C'est précisément pour cela qu'ils ne remontent pas la piste ni n'ouvrent les dossiers quand ils devraient le faire pour procéder à une épuration, parce que cela devrait entraîner un changement de gouvernement et la réalisation d'audits dans tous les ministères. De tout, absolument tout, et qu'ils aillent jusqu'à poursuivre le conseiller municipal corrompu d'un village de Salamanque. Ce serait ça, non? Donc, ça n'arrivera pas. Les gens vont s'en rendre compte et me dire « David, t'as raison ». Et il y aura d'autres personnes qui préféreront rester les yeux bandés et je vais perdre des abonnés et je vais me disputer avec des gens parce qu'ils vont commencer à me dire des choses comme « Qu'est-ce que tu fais à critiquer un gouvernement du PP en coalition avec Vox ?» Je veux que Pedro Sánchez et le socialisme reviennent car je suis un infiltré, blablabla. Et le pire de tout, c'est la stupidité du peuple. C'est ça qui me donne le plus de désespoir. Parce que la situation était mauvaise. Les gens, on en est conscient. Toi, tu en es conscient. Mais si le peuple ne veut pas se réveiller, si les gens ne veulent vraiment pas changer ça, si les gens ne veulent pas ouvrir les yeux, comment vas-tu sauver des gens qui ne veulent vraiment pas être sauvés? Ils ne veulent pas être sauvés. Il y a quelques mois, j'étais au Salvador pour enregistrer du contenu. Nous étions au Sécote avec le ministre de la Défense patrouillant dans les rues. Expérience unique de 2 heures en patrouille avec le ministre. C'est-à-dire le ministre de la Défense, fusil à la main, patrouillant dans les rues de son pays et en discutant avec lui. Bon, à un moment donné, cette vidéo sortira parce qu'on est en train de la monter et ça prend du temps, non? Il disait « Écoutez, je vais vous dire quelque chose. En Europe, ils disent « Ce n'est pas pour vous faire peur ou vous alarmer. Mais soit vous arrêtez cela, soit après. Il est inévitable que l'armée doive sortir dans les rues et faire ce que nous avons fait ici. De les mettre tous au Sécote et de commencer ici une sorte de guérilla urbaine contre ces gens, non? Je lui ai demandé, parce que j'aime ça, je suis quelqu'un de très ouvert d'esprit, non? Je demandais à tout le monde, même à des inconnus dans la rue, sans caméra. C'était une simple conversation. Je disais, je suis un touriste, etc. Qu'est-ce que vous pensez du pays? Génial. Et à propos de Bukele, ils disent, nous n'en voulons pas d'autres. Nous n'en voulons pas d'autres. Je veux dire, je n'ai vu personne, et pourtant j'ai demandé aux gens qui voudraient une autre option que Bukele. Tu sais ce que c'est de voir un bus de ligne, un bus normal, et que le bus doive s'arrêter parce que les gens descendent du bus pour aller faire un câlin au ministre de la Défense pour le remercier. Que les gens arrêtent les voitures. C'est incroyable. Lui faire un câlin. Tu marches dans la rue et le ministre de la Défense, tu passes devant les commerces et ils te disent « de la nourriture pour vous ». Il dit « non, non, s'il vous plaît, grâce à vous, notre commerce reste ouvert ». Bref, je dois aller au Salvador. Ça, on ne le verra jamais en Espagne. Ça n'arrivera jamais ici. Parce qu'ici, ces gens se sont habitués à avoir un bureau et à diriger le pays depuis un bureau. Et tu ne peux pas diriger le pays depuis un bureau. En plus, un pays aussi grand que l'Espagne, avec tant de cultures à l'intérieur d'une même culture, parce que chaque communauté a ses histoires et chacune a ses besoins. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas te souvenir de ces gens seulement quand il y a des élections, quand arrive le dernier mois des élections, les 2 derniers mois des élections. Le pays ne fonctionne pas comme ça. Et je continue de le dire. Il faut que quelqu'un arrive avec un modèle très clair de ce qu'il veut faire dans ce pays. Nettoyer le pays, et ensuite, quand tout sera prêt, que ton vote, qu'il soit catalan, basque, andalou ou autre, vaille le même poids dans une urne. Quand tout cela sera en place et que toute l'infrastructure de garantie légale existera pour qu'il n'y ait pas de juges ou de procureurs corrompus ou de gens qui se laissent en soudoyer. Quand tout cela sera prêt. Blindé pour que cela ne puisse pas arriver. Que les partis façon de la politique et s'y consacrent
pas à la corruption, car c'est ce qui se passe actuellement dans ce pays, avec des scandales des deux côtés. Et c'est ce qu'on ne peut plus continuer à permettre dans ce pays, l'Espagne, qui est un très grand pays, avec beaucoup d'histoire, et qui ne mérite pas sa situation actuelle, ni d'être là où il est. C'est aussi simple que ça? C'est moi ou tu es en train de suggérer une solution à la romaine? Non. Bukele n'est pas une solution à la romaine. Non, Bukele est très sensé. C'est la direction que je veux? Non, non. Mais je vais te dire une chose. Voici les élections. Votez pour moi. Mais les gens votent pour lui. Moi, je ne le fais pas. Il n'y a pas d'autre choix. Personne ne veut voter autrement. Pour ma part, je ne trouve pas ça mal. Le mot dictateur est peut-être trop diabolisé. Je ne dis pas que Bukele en est un. Eh bien, il est élu par le peuple, et la majorité du peuple le veut. Mais je pense que parfois, pour résoudre certains problèmes, il faut une personne comme Bukele. Je te le dis vraiment. Nous avons peur. Nous avons peur de cette figure parce que nous avons vécu une période de notre histoire similaire ou avec des concepts similaires. Mais ce que je dis, c'est autre chose. Je dis simplement qu'il vienne ici quelqu'un qui a de l'argent et n'a pas besoin de voler. Par exemple, je vous donne un exemple qui peut vous plaire ou non. Donald Trump n'a pas besoin d'être président parce qu'il est millionnaire. Bukele a de l'argent parce qu'il vient d'une famille riche. Un tel, un type qui soit solvable, qui n'ait pas besoin de voler, qu'il ait sa vie bien en place. Et là, le type arrive et dit « Non, on va faire comme ça. On change ça, 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 ça. Quand ce sera fini, vous déciderez si je reste ou je pars. » Point. Mais enfin, voyons, tu ne peux pas essayer de faire fonctionner l'hôtel Espagne si c'est un désastre à l'intérieur. Même si tu changes de directeur, si c'est un désastre à l'intérieur, il faut faire une rénovation complète des installations. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe ici. De tout, oui, oui. C'est que demain, il va arriver, X, Abascal, Feijo, peu importe, ça m'est égal. Mais Manolo comme nom, on va mettre Manolo. Et Manolo va s'asseoir là et va dire « Bon, et qu'est-ce que je fais ?» Il n'y a jamais d'argent pour rien. J'ai ceci, j'ai cela. Tu ne peux pas continuer ainsi, il faut rompre avec la situation actuelle. Messieurs, voici ce qui va se passer maintenant. Et être honnête et leur dire, messieurs, leur dire, il va y avoir un moment où il faudra réduire certaines choses pour que nous puissions nous développer dans d'autres domaines. Ça ne s'est pas bien fini. Souviens-toi de Rajoy. Cette histoire de réduire le personnel, c'est que, Rajoy. en Espagne, le problème aussi que nous avons en Espagne, quand on parle de nettoyage, oui. Quand je parle de réduire, combien de ministères y a-t-il en Espagne? Non, bon, oui, ministère, dépenses publiques, subventions, chiringuitos, dépenses publiques. Subventions, chiringuito, tout ça dehors. Cela a très mauvaise presse. C'est pourquoi le Parti populaire n'y touche jamais. Bon. C'est que c'est comme ça. Eh bien, tant qu'il n'y aura pas quelqu'un pour s'en occuper, on va rester comme ça. Je ne suis pas pessimiste, mais comme Milei l'a dit, il n'y a pas d'argent. Je m'en souviens, mais il faut se rappeler que chaque pays a sa propre idiosyncrasie et que nous n'avons pas encore atteint le niveau de l'Argentine. Ici, que ça vous plaise ou non, même si c'est mal, c'est mon avis, en Espagne, les gens pensent encore qu'ils vivent bien. Ils pensent qu'ils vivent bien. Parce que tu le vois. En fait, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé parce que j'y suis allé, j'étais vendredi, c'est-à-dire j'étais vendredi à Badajoz et samedi à Almeria. Je me suis arrêté dans une de ces stations-service de ces grandes où il y a un restaurant et tout ça. Et j'ai vu une scène qui m'a beaucoup amusé parce que j'ai vu un homme là-bas en train de manger avec sa femme et son fils. C'était un samedi et c'était comme s'ils allaient là-bas pour manger comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Ça m'a beaucoup frappé parce qu'ils étaient debout en train de payer le repas. Ils payaient le repas avec une carte de crédit WeThink. Cela m'a interpellé car je possède cette carte depuis longtemps sans réussir à m'en débarrasser. Et ensuite, je me suis dit, regarde-moi ça. Ces personnes sont sorties manger ici dans un restaurant à menu à 20 € et elles paient avec des cartes de crédit. Les gens pensent qu'ils vivent bien. Jusqu'au cou. Et tu sors dans la rue et tu vois les terrasses pleines. C'est un week-end prolongé, les gens quittent les villes en masse, mais ils vivent à crédit. Les gens pensent... Ils vont à la feria et demandent un crédit à la banque. Oui, ils économisent toute l'année pour une robe de gitane. Mais c'est notre culture. C'est notre culture. Nous, on aime sortir, on aime la vie sociale. Ce n'est pas mauvais, au contraire. Et en plus, c'est une des belles choses de la vie, socialiser avec les gens. Il ne faut pas attendre de se réveiller un matin en pensant « Ils vont tout me prendre, car je ne peux pas payer. »
Et c'est là que les choses se compliquent, parce que je ne peux pas payer. C'est là que les gens ouvriront les yeux. Là, les gens ouvriront les yeux. En fait, ce qui a provoqué les changements de président dans ce pays, ça a toujours été quand les Espagnols n'avaient plus un sou en poche. Vous voyez, il n'y a pas non plus de cordonnier et... Bon, et Rajoy a fini l'affaire à cause d'une motion de censure. Mais il s'est passé la même chose avec Felipe González. Et il s'est passé la même chose avec Zapatero. Je veux dire, non. Les gens ne se sont réveillés que lorsqu'ils se sont retrouvés complètement ruinés. En vérité, c'est un sujet pour un long débat. Au fait, je ne savais pas que tu étais allé au Salvador. Préviens-moi quand tu publieras. Ah oui. Parce que oui, J'ai été au Salvador, c'est terrible. Là-bas, il y a une ruelle. Ça s'appelle la ruelle du diable. Ils y jetaient les corps des gens normaux qu'ils tuaient juste pour s'amuser. Callejón del Diablo. Et c'est incroyable. Eh bien, j'y ai vu des choses. Regarde. Tu sais ce qu'il fait? On parle beaucoup du Sécote. Il existe d'autres centres pour les personnes privées de liberté, hors détenues du Sécote. Donc, ni tueur en série, ni psychopathe. Un trafiquant de drogue, un délinquant ordinaire. Tu sais ce qu'ils leur font la nuit. Dans les prisons, ils le sortent de prison. Ils le sortent de prison, ils lui mettent un t-shirt qui s'appelle Es Cero Fiesta ou quelque chose comme ça. Le projet Cero Fiesta. Ils le mettent à nettoyer la ville, à faire les jardins, à nettoyer les bâtiments publics. La nuit. Pendant la journée, ils les gardent en prison car de nombreux pauvres au Salvador ne savent ni lire ni écrire. Ils leur apprennent un métier. Tous doivent aller à l'atelier pour apprendre à réparer une machine à laver. Un climatiseur, faire de la mécanique. Médecine. Dans cette prison où j'ai vraiment été, j'hallucinais complètement. Ils doivent eux-mêmes apprendre les premiers secours pour s'occuper de leurs camarades. eh bien ça me paraît génial. Et c'est incroyable. Tu les vois, moi j'y allais à pied, mélangé parmi eux, et il n'y avait aucun problème. Ils avaient tout, même les tournevis n'étaient pas oubliés. Mais tu sais pourquoi? Car si un tournevis manque, tant qu'il ne réapparaît pas, personne ne mange ni ne part. Et si tu fais quelque chose de mal, tu sais qu'ils vont t'envoyer au Sécote. C'est comme ça que ça fonctionne. En revanche, Nous avons la population carcérale en Espagne, qu'on garde là-bas, avec la climatisation, la télévision, l'économa. Ils vont et viennent. exactement. C'est-à-dire, quand on fait quelque chose, Tu veux dire certains sont mieux en prison que dans la rue. exactement, bien sûr. Il me semble que ce que tu veux me dire, c'est qu'il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de peur de l'État, il n'y a pas de peur des prisons, il n'y a pas de peur, bien sûr, c'est qu'il n'y a pas de respect. Oui. Je crois que pour qu'il y ait du respect, il doit y avoir de la peur. Oui, je pense que sans peur, bien sûr, ça ne fonctionne pas. Tu dois savoir, Tu dois savoir où est la limite. Tu dois savoir que si tu choisis la voie de la délinquance, du crime organisé, de tuer des gens, ou tu sais où tu vas finir. Mais tu vas finir là-bas. Ce n'est pas optionnel. Ce n'est pas qu'un avocat va venir et réduire ta peine. Non, tu vas finir là-bas. Et il n'y a pas d'autre issue. oui, En fait, c'est là que réside le problème. je ne sais pas si tu as vu une affaire que je devais encore examiner, celle d'un mineur qui avait tué une personne. Je crois qu'il était d'origine marocaine, on lui demandait environ 9 ou 10 ans de prison. Finalement, ils lui ont donné, je dois regarder ça en détail. Au final, ils lui ont donné 1 an de prison, donc il a déjà été libéré et maintenant le gars a disparu. On ne sait pas où est le jeune qui était mineur. En fait, le problème de la corruption au niveau judiciaire aussi, et de la façon dont les bandes... Concernant notre discussion sur le Salvador, Mais David, tu n'as pas non plus la place pour tous les mettre en prison en Espagne. Non. non, et en plus, ici aussi, ici le crime organisé, comme cela se passait au Salvador, qu'on voit comme quelque chose de très lointain. Ici aussi, nous avons la Mocro-Macro-Mafia, des organisations criminelles à l'échelle mondiale qui sont ici, qui influencent aussi les décisions des juges, prétendument, et qui commencent aussi à avoir du pouvoir ici, et on ne sait pas s'ils ont aussi du pouvoir politique. Donc, ce que tu as vécu au Salvador. Disons que maintenant, on est dans l'après de ce qu'il y avait avant. Donc il ne faut pas non plus s'alarmer. Si ici, à certains endroits en Espagne, cela commence aussi à se produire, en fait, je pense que c'est déjà en train de se produire. C'est très préoccupant. C'est très préoccupant. Ce matin, j'ai vu une information disant qu'il y a quelques semaines, un type a poignardé un policier en Espagne, je ne sais pas combien de fois.
Eh bien, ce type-là, hier je crois, ou aujourd'hui, a tué une personne. C'est-à-dire qu'ils l'ont mis en liberté et maintenant il a tué quelqu'un. Oui. Oui, je crois que c'est arrivé aujourd'hui. Comment est-ce possible qu'une personne comme ça soit dans la rue? Il y a quelque chose qui ne va pas dans le système. Le système est en panne totale. C'est comme quand tu essaies de charger une page web et qu'elle ne s'affiche pas, ça te met erreur 505, un truc comme ça, c'est pareil. Non, ça ne marche pas. Eh bien oui, en fait, pour être honnête, enfin, La vérité, c'est que ça ne va pas marcher. je ne le sais pas, je ne le sais pas. J'ai de l'espoir, moi, la vérité, c'est que j'espère que le peuple réagira à un moment donné, et je te le dis sincèrement, la main sur le cœur. Si je vois à l'avenir que la majorité des Espagnols veulent la décadence, veulent vivre dans un état failli, et que ce qu'ils votent et promeuvent, c'est ça. Je réfléchirai sérieusement à partir d'ici, car je ne veux pas compromettre mon avenir. On vit à l'étranger, on vit, regarde, me sortir d'Espagne, et voir comment on vit ailleurs peut vraiment t'ouvrir l'esprit. Oui, oui. Sur beaucoup de choses. Mais tu sais comment nous, les Espagnols, sommes, nous résistons, nous ne voulons pas quitter notre terre. Mais en fait, je veux vraiment envisager d'aller au Salvador. Je ne crois pas, non. Mais en fait, je veux vraiment envisager d'aller au Salvador. Je pense que ce serait une belle expérience, je vais y réfléchir, voir si je peux m'offrir une petite escapade là-bas à un moment donné. Un jour, peut-être. C'est génial. Oui, oui, vraiment. Et tu dois me prévenir pour la vidéo. Et au fait, en parlant de faire connaissance, je pense que ce serait intéressant. Peut-être qu'un jour, si on se rencontre mince, que je te fasse une interview façon podcast et qu'on parle de tout ça. Je pense que ce serait vraiment cool, mec. Oui, oui. Non, non, je te le dis vraiment. On le fera. Je pense que ce serait vraiment bien. Et voilà. Et Des élections ont lieu en Colombie ce soir, tu en penses quoi? eh bien, apparemment, c'est le premier tour. Et le favori, c'est le successeur de Petro, non? Enfin, c'est que... Écoute, figure-toi que j'étais en Colombie avant que Petro n'entre en fonction, et je peux te garantir que c'était un pays qui, oui, avait ses zones dangereuses et tout ça. Les gens ont une image de la Colombie comme quoi, enfin, c'est un pays où tu ne peux pas sortir seul et tout ça. Nous avons parcouru la Colombie, pratiquement toute la Colombie. On s'est réparti le pays. Nous ne l'avons pas parcouru en voiture. Je peux te garantir que je n'ai eu aucun problème, vraiment aucun problème, évidemment en ne faisant pas d'imprudence comme on dit là-bas, en ne cherchant pas à attirer l'attention, ni rien de tout ça. Et en vérité, je voyais des endroits qui commençaient à avoir un avenir prometteur, comme par exemple Carthagène des Indes, c'était un endroit très accueillant. Disons, tout ce qui est Caraïbes et tout ça commençait à se construire. Et puis, quand j'ai appris qu'ils avaient élu Petro, un pays tellement marqué par les guérillas, et moi, franchement, je me suis pris la tête entre les mains. Vraiment, je me suis pris la tête entre les mains. De voir à quel point les gens ont si peu de mémoire et comment ils sont capables de voter pour des crapules comme Petro, qui littéralement est l'allié des narcos. Je ne sais pas. Il dit qu'Abelardo gagne au premier tour? Oui. Eh bien, tu vois, il disait qu'il croit... Ils disent moi que ça peut se résoudre au premier tour. Bon, écoute, eh bien, on va voir Donc voir... ce que ça donne. Donc voilà, écoute David, merci beaucoup de m'avoir invité et j'espère qu'on fera plus de directs. Merci à toi de m'avoir invité. L'autre jour sur ta chaîne. Et merci aussi d'être venu ici, d'avoir passé un moment avec nous et continue comme ça, on va voir ce qui va se passer. Tu nous raconteras aussi ce qui va se passer avec l'Iran, avec le détroit d'Ormuz. Et bon, Quand est-ce que tout cela va être résolu? Parce que franchement, c'est incroyable, ça donne encore un autre sujet de conversation. Parce que je crois qu'au final, ici, il y a beaucoup de gens qui gagnent beaucoup d'argent en bourse, il me semble, ça m'est aussi arrivé. mais c'est exagéré. L'autre jour, juste pour essayer un peu, j'ai gagné 40 $. Ce n'est pas non plus comme si tu avais gagné 40, non, mais je parle de la bourse, pas de toi. Non, moi non, j'ai mis de l'argent dans le pétrole. Je me suis dit, bon, voyons si c'est vrai, et c'est vrai, on gagne de l'argent, moi j'ai gagné 40 $. Tu as gagné 40 $. Ici, seuls ceux avec des infos privilégiées ou un peu de chance gagnent de l'argent. Dans un dépôt de carburant. Ça me semblait bien. Bon, écoute, c'est bien, 40 $, c'est très bien. Bon, eh bien voilà, ce fut un plaisir de t'avoir ici. Une accolade, famille, ciao. À plus tard, génial.